Voilà, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci à vous d'être parmi nous. À cette heure-ci, vous devriez être en train de déjeuner. Nous allons aborder la seconde table ronde de cette journée et que nous consacrons à la clause de conscience. Alors, quel rapport avec l'argent et la santé? Sauf à acheter les consciences, a priori, il n'y en a pas. En tout cas, c'est un sujet qui se pose dans le domaine de l'éthique et de l'éthique médicale. Nous avons été sensibles à ce qui s'est passé tout récemment en Italie, hein, donc je vais vous dire ce dont il s'agit, et puis un petit peu comme ça des signaux un peu en Europe sur l'idée avec des faits, avec des événements, sur l'idée que des médecins puissent avancer la clause de conscience pour ne pas pratiquer certains actes. Et donc par exemple, je reprends juste mes notes, c'était en 2014, en mars 2014 au Conseil de l'Europe, le Comité des droits sociaux du Conseil de l'Europe a fait droit à la demande de la Fédération internationale du planning familial en approuvant sa plainte contre l'Italie, dénonçant le trop grand nombre de médecins objecteurs de conscience qui refusent de pratiquer des avortements. En moyenne, 70% des médecins sont objecteurs, une proportion qui avoisine les 90 à 95% dans certaines régions. Donc ça, vous pouvez le trouver sur cette information sur différents sites. Et nous nous sommes donc interrogés en nous disant, OK, il y a des domaines où véritablement, enfin clairement, on peut imaginer que le médecin puisse invoquer la clause de conscience, comme l'IVG, l'euthanasie, etc. Mais est-ce que ça ne peut pas toucher aussi d'autres actes, en fait? En tout cas, pour en parler, nous avons réuni avec nous un panel d'intervenants qui sont aussi bien du monde du comité national d'éthique, hein, que Patrick Cotret. Je te laisse te présenter, si tu veux bien, même si on te connaît, tu es là depuis le début avec nous. On me connaît, j'espère pas trop, je suis l'incognito. Je suis généticien au CNRS et effectivement, je m'intéresse aujourd'hui beaucoup à la place de la science dans la société, aux problèmes éthiques que cela pose. Donc, je suis membre du CCNE, effectivement, mais aussi du Haut Conseil des biotechnologies et d'autres institutions qui réfléchissent un petit peu en amont et aux avals de la science. Paul Louvail-Dubuc. Bonjour, alors moi je suis philosophe de formation et je travaille à l'Espace éthique Île-de-France, notamment sur les questions de médecine prédictive et notamment sur la maladie d'Alzheimer. Voilà. Voilà. Et puis, on va parler avec vous de la clause de conscience qui, lorsque nous avons échangé sur le sujet, a évoqué chez vous le thème du droit à la désobéissance. Mais pas que, hein, vous pourrez parler bien d'autre chose. Hein. Valérie de Patsebac, pas inconnue non plus du public du Forum européen de bioéthique. Oui. Bonjour, donc je suis Valérie Depade, je suis maître de conférence en droit privé spécialisée dans les questions de biomédecine et de fin de vie, puisque ce sont des domaines qu'on traite souvent dans un même temps. Je suis conseillère de l'espace éthique Paris-Île-de-France. Et puis auteur de nombreux ouvrages sur ces sujets-là. Nombreux, quelques. En ajoutant les articles, ça fait nombreux. Carsten Lemkuller. Oui, bonjour. Également fidèle. Oui. Voilà, Carsten Lemkuller, je suis professeur d'éthique à la faculté de théologie protestante ici à l'Université de Strasbourg. Je participe à ce forum depuis les origines, il y a 5 ans. Et pour ce sujet, c'est peut-être pas sans intérêt d'avoir aussi un théologien à la table, parce que souvent on parle aussi des raisons religieuses pour avoir recours à l'objection de conscience. Oui, non, mais je rajoute aussi, Carsten, que tu fais partie du comité pour la protection des personnes dans la recherche biomédicale aussi. Il y a également cette casquette-là qui est intéressante. Et puis, Eliane Héninger, donc je te laisse te présenter en précisant pour ma part en tout cas que tu fais partie des 7 cofondateurs du Forum européen de bioéthique en 2009. Merci. Eliane Héninger, donc je suis citoyenne tout simplement, juriste de formation, ancienne directeur d'une succursale bancaire, donc moi je pourrais parler éventuellement des problèmes d'argent, voilà, je vous en parlerai d'ailleurs, liés à cette fameuse clause de conscience.
Et donc, c'est à ce titre que je suis grand témoin. Voilà. Alors, commençons déjà par expliquer ce dont il s'agit. Clause de conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Valérie de Batsepac. La clause de conscience, c'est pour le médecin, enfin en droit médical, puisqu'on la trouve dans d'autres domaines, mais ici c'est le droit médical qui nous intéresse. Et la clause de conscience, c'est le droit pour le médecin de refuser de pratiquer un acte qui est pourtant autorisé par la loi, mais qu'il estime contraire à ses propres convictions. Alors ces convictions qui sont d'ordre professionnel ou personnel, et dans le personnel, on inclut évidemment l'éthique et la religion. Paul Weil-Dubuc. La légitimité de la clause de conscience en elle-même, mais le lien qui est fait entre la liberté de conscience et la clause de conscience, c'est-à-dire est-ce que la liberté de conscience doit automatiquement déterminer une clause de conscience. À mon avis, il y a des objections. Il y a des objections à cela qu'on peut commencer à évoquer, mais notamment le fait que dès lors qu'on invoque la liberté d'opinion, la liberté de conscience, il faut faire le tri entre certaines opinions qu'on considère suffisamment acceptables ou exprimées avec suffisamment de bonne foi pour les considérer comme motivant une clause de conscience et les autres. Donc ça peut être un argument. Pour moi, il n'y a pas de lien automatique entre la liberté de conscience et la clause de conscience. Il faut quelque chose de plus. Alors, on parlera peut-être de Non, mais allons-y cette tout de suite. On peut tout de suite y aller, Paul. Alors voilà, à mon avis, le médecin, la médecine a d'abord pour finalité de soigner. Donc, à mon avis, la clause de conscience a lieu d'être dès lors que la médecine est au service de finalités qui ne sont pas le soin. Voilà, qui peuvent être le bonheur d'un individu, ou le bien-être social. On pense au rôle qu'ont joué les médecins dans la médicalisation de la torture, par exemple. Là, à mon avis, la clause de conscience a toute légitimité à s'exprimer. Mais il faut prendre garde à ce que toute opinion ne devienne pas prétexte à une clause de conscience, pour la première raison que j'ai invoquée, mais aussi pour une autre raison, qui est le consensus démocratique, c'est-à-dire que on suppose que les actes autorisés sont des actes qui ont fait l'objet d'un consensus démocratique, et on ne voit pas au nom de quoi ce consensus pourrait permettre des exceptions. Et l'autre raison, à mon avis aussi très importante, c'est l'autonomie du patient et le rôle, alors ça pourra peut-être faire débat, mais le rôle supposément neutre du médecin dans cette relation, qui doit mettre, à mon avis, en dehors de la relation de soins, sa conception du bien, sa visée morale. Bien sûr, cette neutralité peut-être n'empêche pas l'empathie, la bienveillance, mais il y a quand même un devoir de neutralité du médecin. Nous ne sommes plus à l'époque où, pour reprendre le mot d'un président du Conseil national de l'ordre des médecins, une confiance rejoint une conscience, c'est-à-dire où le patient abandonne sa conscience à un médecin qui en devient le seul porteur. Non, le patient a une conscience, il ne doit pas se voir opposer la conscience d'un médecin. Voilà. Valérie de Batsepac, puis après Patrick Gaudret, qui souhaitait aussi intervenir. Oui. Paulou soulevait une question qui est particulièrement intéressante, y compris d'un point de vue juridique. C'est le soin. Jusqu'où est-ce qu'on est dans le soin et quand est-ce qu'on cesse d'être dans le soin? Alors, pour le droit, finalement, il n'y a que 2 cas dans lesquels la clause de conscience est admise au médecin. C'est l'interruption volontaire de grossesse, y compris thérapeutique, donc jusqu'au dernier jour de la grossesse, ou alors l'intervention à visée contraceptive. Ce sont les 2 seuls cas aujourd'hui dans lesquels le médecin peut intervenir. Est-ce que ce sont des soins? La question peut se discuter. Il faut allumer? Non, oui, c'est bon. Si on peut régler la Juste question. Pardon, compl- Patrick, pas Carsten. Oui. Aujourd'hui, on a un petit peu de problème avec le son. Si on peut être un peu plus réactif, ça serait vraiment génial. Juste un petit complément. Il y a quand même d'abord une disposition très générale dans le Code de la santé publique qui parle de cette possibilité de manière très générale. C'est l'article R 1127-47 où il est dit « Hors le cas d'urgence,
et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Ça, c'est d'abord une phrase très générale, sans donner tout de suite une certaine indication concrète. Donc, il faut le savoir, parce que ça joue un rôle après aussi dans la discussion par rapport à la clause de conscience pour des cas concrets, comme par exemple l'IVG. Donc, il y a tout d'abord cette règle très générale dans le Code de la santé publique. Et après, il y a encore certains moments où on parle encore une fois explicitement de cette possibilité, et c'est le cas de l'IVG ou de l'IMG, comme vous l'avez dit, c'est le cas de la stérilisation à visée contraceptive, et c'est récemment aussi le cas des recherches sur des embryons humains. Voilà, ce sont tous des cas où on parle de la vie humaine, d'une manière ou d'une autre. Et on peut s'attendre peut-être à une suite aussi, en fonction de la loi sur la fin de vie. On peut imaginer qu'il y aura là peut-être encore une fois une clause de conscience. Mais je souligne qu'il y a quand même aussi cette phrase très générale par rapport au médecin qui peut, à cause des raisons personnelles ou professionnelles, refuser un certain acte médical. Ça, c'est une première remarque. Et après, j'aimerais aussi répondre un petit peu à ce que mon collègue philosophe a dit sur le lien entre liberté de conscience et clause de conscience. Je pense quand même que le lien est très fort et qu'il faut souligner ce lien, parce que nous avons quand même beaucoup lutté dans nos sociétés pour la liberté de conscience. C'est une histoire très douloureuse de la liberté de conscience. Je rappelle les objecteurs de conscience pour le service militaire, par exemple. Et donc, moi, j'aimerais toujours souligner d'abord que c'est quelque chose de très précieux qu'un État laïque prévoit pour certaines situations cette clause de conscience. Il est vrai qu'il y aura des cas de conflit, et on va sans doute en parler aujourd'hui, mais il faut d'abord souligner cette affaire de la liberté de conscience qui est chère, et c'est un don précieux que nous avons acquis durant une histoire lourde. Eliane Hininger, puis Patrick Godret. Oui, alors moi je voudrais juste, en tant que citoyen, vous parler de ma mort. Donc c'est simple, moi je suis une grande adepte du forum depuis son départ, donc j'ai établi, si vous voulez, mon papier, comme quoi je ne veux pas qu'on augmente les soins palliatifs. J'ai tout ce qu'il faut dans mon portefeuille, voilà, c'est établi, c'est certain. Donc je suis tranquille, je vais à l'hôpital, et puis tout d'un coup, malgré mes directives anticipées, et je souhaite qu'elles soient respectées, tout d'un coup, je tombe sur la seule équipe médicale, la seule en France, qui me dit, non, madame, moi, je prends ma clause de conscience. Alors, c'est pas du tout un cas de hasard, hein. Ça s'est vu au niveau de l'IVG, ça s'est vu d'une façon importante. Il y a même des services qui sont devenus spéciaux IVG et d'autres pas. Donc, je me pose juste la question, quelle que soit l'opinion de mon entourage, quel que soit le scrupule de l'équipe médicale, quelle que soit sa clause de conscience, moi j'estime que j'ai le droit à mourir, c'est tout. Bien sûr, je sais, parce que mon métier ne m'a pas donné une forme d'angélisme, hein. Donc je sais que cette décision ne doit pas être prise par la famille, elle ne doit pas être prise par l'État non plus pour raison de suppression des coûts, mais elle doit être prise uniquement par moi, par vous tout simplement, si vous le décidez. Je comprends tout à fait que les croyants n'aient pas du tout la même position. Moi, vous savez, j'ai soigné mes parents pendant 10 ans. Et pour eux, croyants, c'était absolument impossible de faire ce que moi je demande de faire. Ce que je fais pour eux, je n'ai pas du tout envie que mes enfants le fassent pour moi. J'ai droit aussi à vouloir protéger mes enfants. Et je le revendique. Au nom de tout cela, je comprends tout, la clause de conscience des médecins, je comprends les croyants, les non-croyants, j'ai respecté le choix des croyants de mes parents, mais moi, je ne le veux pas. Bon, voilà. On n'a que des esprits rebelles à ce forum de bioéthique, hein. Patrick Godret, puis Valérie Depade. Oui, alors je suis surpris d'avoir demandé la parole, parce qu'en fait, au départ, je le dis devant tout le monde, je me demandais vraiment ce que je venais faire dans cette table ronde.
en tant que Quand généticien même, de le base. Comité national d'éthique. Le Comité national d'éthique, d'ailleurs, qui s'interroge sur beaucoup de choses qui tournent autour, éventuellement, effectivement, de l'autonomie, de la liberté de conscience, et sans aller forcément, effectivement, dans la clause de conscience. Et quand j'ai préparé un petit peu, enfin, j'ai essayé de préparer un petit peu cette table ronde, je me suis rendu compte que quand on recherchait, on faisait des recherches dessus, on tombait sur beaucoup d'arguments juridiques. Alors effectivement, moi aussi j'avais trouvé l'article machin du Code de la santé publique, et puis il y a la Cour européenne des droits de l'homme, et puis il y a différents textes juridiques comme ça, et je me suis dit, et finalement, et l'éthique dans tout ça. Alors j'ai trouvé une personnalité que tout le monde connaît, qui est très très importante au niveau éthique, il s'appelait Albert Einstein, qui aurait dit « ne faites jamais rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande ». Donc je me suis dit, ben voilà, au moins, voilà, j'ai horreur du terme éthicien, mais si Einstein l'était, finalement, il aurait peut-être dit ça. Mais ce pourquoi j'ai voulu réagir, c'est un petit peu à ce que Paul Weidebuck a dit tout à l'heure. Il a évoqué l'autonomie. C'est effectivement un point sur lequel, d'ailleurs, nous discutons, nous tournons autour, nous revenons, finalement, nous ne sommes pas clairs là-dessus. Et je me suis rappelé, dans un sommet mondial de comité d'éthique à Paris en 2008, le directeur du comité de bioéthique du président des États-Unis, qui à l'époque était un certain Daniel Davis, qui était un homme très très bien, nous avait fait une conférence sur autonomie du médecin et demande du patient. Et en fait, il avait exprimé par rapport à une culture, celle de son pays, où l'autonomie et la vertu cardinale est au sommet de la pyramide des choix qui doivent se faire sur les 4 grands piliers qui définissent l'éthique. L'autonomie donc est au sommet de la pyramide, et il disait, mais finalement, dans un dialogue entre le patient et son médecin, est-ce qu'on est réellement à l'écoute de l'autonomie du patient, ou est-ce que finalement ça ne correspond pas à un dialogue et éventuellement à un conflit, ça peut aller jusqu'au conflit, entre l'autonomie d'un patient et l'autonomie du médecin. Et partant de là, on se dit effectivement, cette notion d'autonomie, finalement, elle nous mène pas très 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 loin si on la formule juste en termes de l'autonomie. Alors, est-ce qu'on ne va respecter que l'autonomie du patient? Effectivement, j'y ai droit, je vais dans un service pour obtenir quelque chose. La loi française me donne droit à l'IVG. Je me retrouve dans un service où effectivement l'autonomie d'un médecin, mais on peut aller plus loin, ça n'est pas forcément que l'autonomie d'un médecin, parce que finalement le problème il se pose pourquoi? Non pas parce qu'une personne fait valoir sa clause de conscience et va refuser un acte, mais parce que cette personne peut éventuellement avoir une certaine forme de prosélytisme de son opinion, de sa sensibilité, de sa sensibilité religieuse parfois, et finalement va imposer par des moyens qui ne sont pas forcément tous éthiques à une équipe médicale de ne pas pratiquer ce que lui a décidé qu'on ne pratiquerait pas. Je crois que c'est là où commence réellement le problème, et où le patient se trouve démuni devant un ensemble. Tu as cité, Nadia, le cas de l'Italie. Je n'arrive pas à imaginer, parce que je connais un certain nombre de médecins italiens, de personnalités au comité national d'éthique, de bioéthique d'Italie, je n'arrive pas à imaginer effectivement qu'on puisse avoir 95% ou 90% de médecins qui refusent de pratiquer tel ou tel acte. C'est impossible. Alors, c'était pas 90. Non, j'ai lu que sur certains actes précis, ça montait jusqu'à 90%. Même voilà, dans certains pays, jusqu'à 90% sur certains actes précis, effectivement, oui. Mais ça c'est de l'ordre pour moi de l'impossible. Ça veut dire effectivement qu'il s'agit non plus d'une clause de conscience personnelle, mais d'une maladie virale qui se développe à un endroit donné et qui contamine tout l'entourage. Donc effectivement, le problème ne vient pas de la clause de conscience personnelle d'un médecin, qui me semble être indispensable à respecter, mais à respecter aussi dans un certain nombre de conditions. Parce que cet article du Code de la santé publique, finalement, il ouvre la porte à n'importe quoi. Pourquoi est-ce que dans une enquête d'octobre 2006,
Il y avait 37% de refus de soins pour l'assistance médicale d'État. Pourquoi il y avait 10% de refus des CMU par des médecins qui ont tous prêté le serment d'Hippocrate? Qu'on le relise et qu'on voit effectivement si on peut finalement stigmatiser des populations fragiles et refuser des soins, parce que le refus de soins est invoqué par certains comme étant un des éléments de la clause de conscience. Eh bien, ça, je trouve qu'il n'y a pas de réponse forcément, mais qu'effectivement, on est au cœur d'une problématique éthique extrêmement importante. Alors donc, juste pour reprendre l'information exacte, hein, en moyenne 70% des médecins sont objecteurs. Voilà, c'est 70% pour l'Italie. Hein. Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus? Merci. Donc, il est tout à fait clair que nous sommes ici, comme toujours en éthique, face à un conflit entre deux valeurs. Toute l'éthique, on parle toujours des conflits de valeurs, sinon on n'aurait même pas besoin d'éthique. Et ici, il y a visiblement deux valeurs en jeu. D'une part, donc, cette liberté de conscience du médecin, qui est une valeur protégée par la loi. Et de l'autre côté, bien évidemment, et cela a été souligné, le droit du patient d'avoir les soins légaux dans ce pays. Donc, par exemple, l'IVG est bien évidemment légal dans ce pays, et donc le patient a le droit d'avoir un accès sûr à ce geste. Et maintenant, il faut voir comment on peut articuler ces deux valeurs. Et la loi est quand même beaucoup plus précise, parce qu'en donnant aux médecins ce droit d'avoir recours à l'objection de conscience, la loi précise quand même certaines choses, que le médecin, même s'il est totalement opposé, je prends l'exemple de l'IVG, mais on peut prendre un autre exemple, même s'il est totalement opposé et donc il fait jouer la clause de conscience, il doit informer le patient de l'IVG, de cette possibilité, il doit directement l'adresser à un collègue susceptible de pratiquer l'IVG. Et la loi prévoit donc un certain nombre pour articuler ces deux valeurs, donc à la fois le droit de l'usager aux soins légaux dans ce pays et de l'autre côté la protection pour certains cas de la conscience du médecin. Je rappelle quand même que dans le serment d'Hippocrate, encore aujourd'hui, on trouve la formule « je ne donnerai jamais délibérément la mort ». Et donc on peut comprendre pour certains cas quand même très difficiles qu'un médecin se sent vraiment touché dans sa conscience. Voilà. Alors, juste avant de donner la parole à Valérie, qui l'a demandé depuis un certain moment déjà, donc autre information, mais tout ça vous pouvez le vérifier bien évidemment, c'était dans l'hebdomadaire La Vie, le 11 octobre 2010. Donc l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la PCE, réunie à Strasbourg jeudi 7 octobre, a finalement rejeté le rapport de la députée socialiste britannique Christine McVerty, qui souhaitait limiter la pratique de l'objection de conscience en Europe chez les professionnels de santé. Au cœur des débats, l'avortement, l'euthanasie, l'aide médicale à la procréation assistée, etc. Voilà. Valérie? Oui, moi ce que j'allais dire, en fait, revient à ce que vous avez dit, mais traduit en termes juridiques, puisque je ne sais faire que ça. Effectivement, l'autonomie, qui est de façon très générale, Paulo le dirait bien mieux que moi, la capacité à se fixer sa propre loi, doit ici s'exercer en démocratie, là où la loi est fixée par le Parlement qui est garant de notre représentation et du fait majoritaire. D'où le danger aussi de la clause de conscience. Est-ce que chacun peut exercer sa propre loi dès lors qu'elle ne le concerne plus uniquement, le médecin refuse un acte qui lui est demandé, dans une démocratie où la loi est fixée par les représentants du peuple? Et je crois que c'est pour ça que la clause de conscience est très strictement limitée par le droit. C'est-à-dire que pour revenir au cas où un patient arrive dans un service où on lui refuse un acte, le médecin est tenu d'en informer le patient dès le premier rendez-vous et ensuite de lui indiquer une équipe qui consentira à l'acte. C'est vraiment très, très précis. D'autant plus qu'il y a effectivement un texte qui reconnaît aux médecins, et c'est l'article 47 du Code de déontologie, qui permet aux médecins de ne pas réaliser un acte sans plus de précision, mais on se trouve là dans le rapport contractuel entre le médecin et son patient. On n'est pas ici dans le cas d'une clause de conscience. Eliane? Alors moi je me pose quand même beaucoup de questions parce que
vous l'avez tous constaté, il y a une augmentation du phénomène religieux dans notre société. Et l'augmentation du phénomène religieux, elle n'est pas réservée qu'à une seule religion. Elle est sur toutes les religions confondues. Et est-ce que ça ne va pas augmenter la clause de conscience dans notre société? Parce qu'à l'hôpital, il n'y aura pas que les médecins. Il y a aussi tout le personnel infirmier qui est concerné. Et qu'est-ce qui se passera si c'est l'infirmière qui ne veut pas appuyer sur le produit létal? Qu'est-ce qui se passe si toute l'équipe ne veut plus le faire? Et ce ne peut pas être le médecin qui, lui, tout seul, soit obligé de tout faire. Bon, est-ce que je peux dire tout de Oui, suite oui, je t'en prie, bien sûr. C'est une C'est très un bonne beau question. débat, Il y a là, des je sens qu'il y a- jurisprudences là-dessus. Il y a déjà des jurisprudences là-dessus. Par exemple, il y avait un cas, on trouve tout ça dans le rapport que vous avez cité, Nadia, de 2010. Il y avait par exemple une fois un cas où une secrétaire de médecin ne voulait pas signer une lettre pour adresser la patiente à un autre collègue susceptible de réaliser l'acte. Et elle a fait jouer l'objection de conscience. Et bien évidemment, cela a été refusé. Et la règle générale est que l'objection de conscience inclut toutes les personnes qui sont directement liées à l'acte en question, donc directement impliquées dans l'acte. Par exemple, aussi l'infirmière. C'est d'ailleurs dans le code de la santé, on ne parle pas uniquement du médecin, on parle de l'équipe soignante, mais pour l'acte même, et pas les gens autour. Parce que je suis tout à fait d'accord qu'on n'en sortira plus jamais si on ouvre la clause de conscience par exemple, pour le fait de signer une lettre. Patrick Gaudret. Oui, j'entends bien tout cela. J'entends bien aussi que, par exemple, les pharmaciens voient une limitation à leur clause de conscience. Ils ont interdiction d'objection de vente de produits à partir du moment où ils sont légaux, dans la mesure où les pharmaciens ont le monopole de la vente d'un certain nombre de choses, notamment de médicaments. Parce qu'il y a eu des cas qui ont été discutés, qui ont fait l'objet de procès, etc. J'entends bien tout ça. Je pense que l'éthique se situe sur un curseur à géométrie variable entre des situations et des principes qui sont tous très très différents. Voilà. S'il n'y a pas d'objection de conscience, alors à ce moment-là, donc on a cité les médecins qui participaient à l'humanisation de la torture. Bon, et d'ailleurs, ça a duré longtemps. Il y a les médecins qui ont participé aux projets eugénistes des pays hautement démocratiques comme la Suède, les États-Unis, et encore récemment, puisque dans le Pérou de Fujimori, entre 1995 et 2000, il y a quand même eu 400 stérilisations forcées de personnes atteintes de différentes maladies ou handicaps. C'est des médecins qui les ont pratiquées. S'il y a la perte d'une clause de conscience, à ce moment-là, ça ne sera plus 400 000 au Pérou, ou ça ne sera plus 64 000 en Suède dans les années 20 et 30. Ça sera des millions. Pourquoi l'État a décidé que, et les médecins doivent faire que. S'il n'y a aucune objection de conscience possible, et je ne réfère pas évidemment à ce qui s'est passé dans les années les plus sombres de la Deuxième Guerre mondiale. On est dans un cas où effectivement l'augmentation des nombres de cas d'objection de conscience pose un problème. Résoudre ce problème en abolissant la liberté de conscience et la clause de conscience me paraît être la plus mauvaise manière d'essayer de résoudre les problèmes que celle-ci pose. Parce que finalement, sinon, on rentre dans tous les abus possibles. D'autre part, je voulais aussi réagir tout à l'heure, et j'ai oublié, sur le fait que j'ai entendu parler d'un mot que j'ai en horreur, le consensus, parce que d'abord je le trouve très moche comme mot, et en plus de ça, je pense qu'on met des tas de choses dessous. La loi, ce qui va décider par exemple que l'IVG est possible, est autorisé en France aujourd'hui, c'est un ensemble de lois qui n'ont jamais été l'objet de consensus.
elles ont été votées avec des gens qui étaient pour, qui étaient contre, mais on ne peut pas dire qu'il y a un consensus dans la population française, même sur la question de l'IVG. On le constate également avec tous les débats autour de la fin de vie, sur l'euthanasie ou l'assistance au suicide. Donc le consensus n'existant pas, effectivement, il y a des opinions et des objections de conscience qui se combattent, qui se confrontent, et il faut que la société dans laquelle nous vivons assume ça. Alors, juste avant de redonner la parole à Hélène Héninger, qui piaffe d'impatience d'intervenir, moi, de mon côté, j'ai essayé un petit peu de me mettre dans la peau de quelqu'un, d'un médecin, voilà, qui est en difficulté, en conflit avec sa conscience par rapport à sa pratique. Et donc, j'ai trouvé à la librairie Kléber le livre de Monseigneur Jacques Suodo, docteur en médecine, livre intitulé « L'objection de conscience ou le devoir de désobéir ». Alors, effectivement, c'est important aussi de les écouter, d'écouter des personnes qui sont dans ce cas-là. Alors, je prends juste un tout petit paragraphe, pardonnez-moi de vous en donner lecture, peut-être un peu longue. Par exemple, le médecin, il donne des exemples de cas où le médecin peut être confronté à cette contradiction. Par exemple, le médecin qui est dans l'obligation de proposer le diagnostic prénatal de la trisomie 21 à un couple dont il connaît les intentions abortives en cas d'un diagnostic de trisomie 21 peut sentir qu'il coopère à l'avortement qui suivra l'annonce de la trisomie. Voilà un cas. De même, pour le pharmacien qui a l'obligation de détenir en stock des pilules abortives. Or, dans ces deux cas, la loi ne prévoit pas d'objection de conscience. Pour le DPN de la trisomie 21, si le médecin sait, en prescrivant les tests de dépistage, que l'intention de la femme est d'avorter le fœtus diagnostiqué trisomique 21, sa coopération est établie. Voilà. On peut imaginer aussi ce dialogue-là qu'il peut y avoir chez un médecin croyant, dialogue avec sa conscience. C'est audible aussi, non? Oui, la question est Moi, je trouve. la question est toujours à partir de quel moment un acte fait tellement partie de la profession elle-même qu'une objection de conscience n'a plus de sens. Je prends l'exemple du soldat qui devient pacifiste. Il doit changer de profession. C'est une illusion de dire je fais objection de conscience, je reste soldat, mais je ne prends plus jamais l'arme. Donc là, c'est tellement, par définition même, le soldat prend l'arme. Donc là, il doit malheureusement changer de profession, même si c'est très, très difficile, le cas échéant, de trouver autre chose. Il va se trouver dans la rue peut-être. Par contre, pour le médecin, c'est quand même autre chose. On a déjà cité le serment d'Hippocrate. Nous parlons là des actes qui ont depuis toujours été très discutés au sein même du corps médical. Et donc de prévoir pour ces actes-là, une clause de conscience me semble même une évidence. Je trouve que c'est tout à la mérite d'une démocratie qu'elle permet à ce groupe d'écouter la conscience et bien sûr après de régler pour le patient le droit à l'accès aux gestes concernés. Paul Ouvaille-Dubuc et puis Eliane, puis Valérie de Batsebac. Oui, juste deux points. Le premier, c'est pour revenir à ce que disait mon voisin sur le consensus. D'abord, moi, je trouve que le mot est plutôt enfin, me convient très bien. Ça, c'est philosophe. Voilà. Et ensuite, Kant avait écrit sur le droit de désobéissance. Il proposait l'idée que effectivement le fonctionnaire, alors le médecin n'est pas toujours un fonctionnaire bien entendu, mais le fonctionnaire ne doit pas manquer à son devoir, mais en revanche il a un devoir de publicité, c'est-à-dire qu'il doit faire discuter de ses opinions dans la société. Donc si on peut critiquer le fait qu'il n'y ait pas de consensus, mais ce consensus, à quoi est-il lié? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas lié aussi au fait que les débats bioéthiques ne sont pas suffisamment discutés dans la société? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est ce qui a été évoqué sur le conflit entre liberté de conscience et autonomie. La vraie question, c'est comment sortir de l'arbitraire d'une opinion qui donnerait lieu à une clause de conscience. Donc comment trouver un critère
qui permettent de départager finalement les opinions qui seraient acceptables pour donner lieu à une clause de conscience. Alors, il me semble qu'une réponse qu'on peut apporter, c'est lorsque le médecin est mis en jeu dans son intégrité morale, c'est-à-dire lorsqu'il doit accomplir des actes qui mettent en jeu sa vision du bien, lorsque la médecine est mandatée pour réaliser finalement des conceptions du bien qui lui sont extérieures, autrement dit, quand elle sort de son champ d'exercice qui est finalement de soigner, de soulager la souffrance. Voilà, il y a un certain nombre de besoins qui sont médicalement définis, dont on considère qu'ils favorisent l'autonomie des citoyens. Mais dans certains cas, le médecin, donc c'est le cas par exemple de la médicalisation de la torture, c'est le cas de la médicalisation de la peine de mort également. C'est le cas aussi lorsque les psychiatres sont convoqués pour démontrer la dangerosité d'une personne. Donc il y a un certain nombre de cas. C'est le cas aussi sans doute de l'euthanasie. Quoi qu'on pense de l'euthanasie, ce n'est pas un acte de soin. Donc il me semble que le médecin doit pouvoir invoquer la clause de conscience. C'est le cas d'un certain nombre d'actes, mais qui ont tous comme caractéristique commune de ne pas contribuer à soigner des gens. Voilà. Merci. Hélène Héninger, puis Valérie. Alors moi, je suis pas du tout, ne croyez pas du tout que je suis contre la clause de conscience, qui je trouve une chose très importante. Mais je pose juste les questions que se pose le grand public. Est-ce que la clause de conscience, c'est pas aussi une façon de défausser sa responsabilité et de la faire porter à autrui? C'est-à-dire, en tant que médecin, je sais qu'il y aura un autre médecin qui va faire l'avortement, donc je dis, bon ben voilà, moi j'invoque ma clause de conscience, comme ça je ne serai pas catalogué de médecin avorteur, entre guillemets. Valérie. Oui, je trouve qu'on peut peut-être rappeler qu'on a un magnifique exemple de clause de conscience tout à fait récent que tout le monde connaît. C'est la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous. Bon, le Conseil constitutionnel a été saisi parce qu'il lui était demandé d'inclure, enfin d'accepter, ou plutôt de condamner, de déclarer la loi inconstitutionnelle parce qu'elle ne prévoyait pas de clause de conscience. Ce qui a été évidemment refusé, parce qu'effectivement, je pense que la clause de conscience est refusée, doit être refusée à chaque fois, c'est ce que vous disiez, qu'on est dans la logique professionnelle. Un officier d'état civil, qu'il s'agisse du maire ou des adjoints, qui refuse de marier, c'est-à-dire de procéder à un acte aussi symbolique que le mariage au sein de notre société et de la démocratie, c'est ce qu'on a appelé, enfin ce pourrait être ce que Gérard Memato, qui est un spécialiste de la matière, appelle la désagrégation du corps social. Et je pense voilà, que là se trouve un des points. Et un autre, c'est aussi la clause de conscience, qui se traduit en liberté de conscience aussi du patient. Mais ça, je ne sais pas si vous entendez le traité, qui peut refuser un acte en conscience. Oui. Alors, juste avant de passer à la salle, un oubli de ma part. Tu voulais intervenir? Oh, Patrick, pardon. Oui, vas-y. Je voulais juste intervenir pour apporter, non pas un bémol, mais apporter un élément de discussion à ce qu'a dit Paul Veildubuc. C'est sur le fait qu'aujourd'hui, la frontière entre ce qui est strictement de la médecine et ce qui est pris en charge par des médecins et des équipes médicales et qui n'est pas totalement de la médecine, on est dans une espèce de no man's land qui est relativement difficile à définir. Bon, on a fait allusion dans le texte que tu citais de l'ouvrage, Nadia, faisant allusion aux tests aux propositions de dépistage de trisomie 21, aux tests de dépistage très précoce, etc., sur lesquels on a beaucoup réfléchi au CCNE. Et effectivement, se pose la question, est-ce que la proposition de dépistage dont il est fait obligation à tous les médecins est
est une obligation de dépister ou est-ce que c'est simplement l'obligation d'informer les femmes enceintes qu'elles ont accès à un dépistage et qu'elles peuvent le demander? Donc on est vraiment dans toute une zone de flou où il est difficile de poser les mots. Et moi, les oukases qui tombent, bon, comme dans ce livre où on sent bien d'ailleurs le sens vous pouvez des le trouver à la le librairie sens des Kléber. propos. Il est intéressant à lire, je Mais trouve. qu'on a pas mal trouvé. Mais quand on commence à se poser les questions, est-ce que la fécondation in vitro, alors est-ce que certains vont dire, mais oui, c'est le traitement de l'infertilité. Je sens que j'ai pas le droit de dire le contraire, là, je vais me faire Alors, tuer. ouais. Mais en fait, certains disent aussi, finalement, c'est un certain confort, c'est une lutte contre ce que la nature a prévu. Après tout, les femmes qui naissent sans utérus, il n'y a pas de problème, elles ont qu'à adopter. Enfin, on entend n'importe quoi sur ces sujets et qui va dans un sens ou dans l'autre, mais qui montre bien. Est-ce que l'autopréservation des ovocytes est du domaine du médical? Il y a énormément de choses comme ça qui se posent et qui font qu'il n'est plus du tout facile de dire qu'est-ce qui relève strictement de la médecine qui intervient sur des patients, des gens qui sont malades et ceux qui ne sont pas réellement malades mais qui le sont presque, enfin qui ne sont pas malades tout à fait de la même manière que les autres. On est vraiment dans une zone de flou complet dans laquelle je crois que mettre des frontières fixes que la loi définirait d'une manière brutale risquerait de casser totalement un lien social entre justement des équipes qui prennent en charge le patient plutôt que de le prendre en charge, qui l'accompagne. Comme je disais avant-hier, j'ai horreur de la prise en charge, mais l'accompagnement est justement parce qu'on est dans cette zone de flou et on n'en sort pas. Je crois que faire des textes, des lois, des obligations, des choses comme ça risque de poser beaucoup plus de problèmes que ça n'en résoudra. Oui. Alors, Paul Dubuc, Carsten Lemkuler, on va déjà commencer par Paul et puis après avec toi. Non, mais... Tu voulais quand même... Tu veux quand même commencer? J'aimerais juste rebondir sur cette remarque très importante. Il est bien évidemment assez facile de dire moi je ne peux pas le faire, mais je sais qu'il y aura un autre qui le fait. Deux remarques là-dessus. D'abord, c'est vrai, il y a même aussi un tourisme d'IMG, par exemple, entre l'Allemagne et la France, parce qu'en Allemagne, on trouve très difficilement un médecin pour un avortement très tardif. C'est aussi possible dans la loi allemande comme en France, mais on trouve c'est difficile et donc il y a un vrai tourisme et je sais que les médecins strasbourgeois, ça ne leur plaît pas beaucoup. Et donc c'est un vrai argument et le même argument on le trouve même dans une seule personne. Prenez par exemple l'exemple d'une sage-femme qui normalement dans sa conscience n'aimerait pas participer à un tel acte, notamment quand il y a féticide, pour une IMG tardive. Et en même temps, dans sa déontologie, elle veut toujours être très proche du patient. Elle sait la souffrance de la femme, donc elle ne veut pas abandonner la femme. Et donc une telle sage-femme a le sentiment d'être vraiment coincée entre sa conscience personnelle et cette sollicitude vis-à-vis de la patiente. C'est un vrai conflit éthique et je pense que chacun doit décider en âme et conscience. On ne peut pas émettre une règle. Oui. Voilà. Alors, en tout cas, on se rend compte d'une chose, c'est que tous ceux qui avaient dit qu'est-ce qu'on va dire sur le sujet, on n'arrête pas de parler, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, j'encourage les uns et les autres qui ont écrit des textes à nous les donner, de les envoyer pour les publier sur notre site internet. Paul Louvael-Dubuc, on vous écoute. Non, c'était juste pour... en réaction à ce qu'avait dit Patrick Gaudret. En fait, je suis assez d'accord avec le bémol que vous apportez. C'est la question de la frontière floue entre la santé et le bien-être, qui a un vrai débat bioéthique en soi, je crois. Je pense que cette frontière, elle est culturelle, elle n'est pas biologique. Je pense que justement, cette frontière doit faire l'objet d'un débat elle-même. Démocratique et qu'elle n'est pas gravée dans le marbre. Donc je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Voilà. Alors, juste encore une chose, j'ai oublié de vous le dire au départ, si Madame Thiel nous écoute, qu'elle veuille bien m'en excuser. Je m'étais engagée, parce que c'est quelqu'un qui aime bien honorer ses engagements. Elle nous a toujours suivis, elle a toujours été fidèle au rendez-vous. Bon, il se trouve que depuis à peu près, je crois, Noël, hein, elle est immobilisée, elle s'est cassé une jambe. Donc elle a dit que non, en principe, c'est à partir du 8 ou 15 février qu'elle devrait pouvoir
marcher. Donc voilà, Madame Thiel, j'ai transmis vos excuses au public. J'ai tenu parole. Valérie voulait intervenir, mais on va passer à la salle et puis tu as tout le temps après. Hein. Je voudrais vous dire, les 2 dernières fois que j'ai été confronté à la clause de conscience en tant que médecin et à titre personnel, et je me permettrai de ne pas vous dire comment j'ai réagi, parce que ça c'est trop intime. Si on me demandait en tant que militaire de faire partie d'un peloton d'exécution, je ne pourrais pas. Je tirerais à côté ou je désobéirais. Et un jour, une femme est venue de l'étranger et m'a dit, voilà, je suis au 7e mois de la grossesse et on m'a trouvé 2 doigts qui manquent à la main droite de mon fœtus. Et je vous le dis tout net, je considère que ça c'est d'une particulière gravité parce que je suis pianiste moi-même et que si vous me confirmez cela, j'avorterai, que ce soit en France ou ailleurs, mais j'avorterai. Et la deuxième situation comme celle-là, où je me suis trouvé devant une clause de conscience assez récemment, c'est une femme qui est venue consulter à laquelle quelqu'un avait trouvé une grossesse gémellaire au tout début. Et il a dit très clairement, je ne peux pas accepter une grossesse gémellaire parce que diverses raisons, toutes plus valables les unes que les autres, et je vous demande de me faire un avortement partiel, sans quoi j'avorterai toute la grossesse. Alors, ce n'est pas des choses qui sont décrites dans la loi, et ma question est la suivante. Y a-t-il une clause de conscience à géométrie variable? C'est-à-dire que là, on a parlé de l'IVG dans sa généralité, on a parlé de l'AMP ou de l'euthanasie dans sa généralité, et où on trouve beaucoup de choses qui peuvent servir aux professionnels de santé. Mais il y a des situations, j'allais dire, du quotidien, où on peut se trouver, et il y en a une qui s'est produite avec les personnes qui travaillent dans mon service tout récemment, une femme qui était mère porteuse vient coucher dans le service, et il y a un certain nombre de personnels du service qui ont dit c'est quelque chose d'illégal, même si ça a été fait à l'étranger, je ne veux pas apporter les soins de l'accouchement à cette femme-là, car elle a fait quelque chose d'illégal. Et donc il y a dans les choses du quotidien une confrontation entre les droits du patient à obtenir des soins et les droits des soignants à exercer leur liberté de conscience. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut faire une clause de conscience à géométrie variable? Si on répond oui, c'est dangereux. Si on répond non, c'est difficile aussi. Alors Valérie, peut-être? Point de vue du droit, oui, bien sûr, mais c'est même pas une clause de conscience à géométrie variable, c'est tout simplement l'exercice de la clause de confiance. Et la limite, c'est la discrimination, c'est-à-dire s'il y a une catégorie de personnes fondée sur un critère ou un autre, un médecin applique systématiquement sa clause de conscience, on tombe dans la discrimination. Mais ce n'est pas parce qu'il refuse un avortement dans telle ou telle condition que la clause de conscience est à géométrie variable ou bien qu'il doit douter de son droit à l'utiliser. Justement, c'est fait pour ça la clause de conscience. Monsieur. Pascal Landin, je dirige un mouvement sur la fin de vie et essayer de trouver une loi qui soit acceptable pour tous. Dans le micro, Pascal, pour qu'on puisse entendre. Je dirige une association qui essaye de trouver une loi qui puisse être acceptable par tous. Et dans cette loi, justement, on pose la question de la clause de conscience. Et on essaye de traiter le problème. Et Israël Nissan, je trouve, a merveilleusement mis en évidence que la clause de conscience est quelque chose que l'on ne peut pas définir en tant que tel. On peut s'interroger dessus, on peut se poser beaucoup de questions, mais il y a une volonté dans ce pays d'essayer de légiférer, de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Et nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose de très différent, qui est de dire toute personne a le droit à une clause de conscience, mais si elle l'évoque, elle ne doit pas le faire d'une manière hypocrite. Elle doit le faire d'une manière claire, énoncée. Donc, on doit documenter dans le dossier médical que le médecin a évoqué cette clause de conscience et pourquoi, d'une part.
Deuxièmement, il doit être sous l'obligation de référer à un confrère la personne en s'assurant que la personne sera soignée pour le soin qu'elle demande. Et troisièmement, c'est à l'ordre des médecins et à l'organisme qui fédère la personne, qui gère ce métier, que ce soit l'infirmière, que ce soit le médecin, que ce soit à déterminer est-ce que cette personne est encore un médecin s'il refuse tous les actes qui sont de sa vocation. Donc je pense qu'il faut essayer d'éviter de légiférer pour essayer de déterminer, ça c'est une bonne clause de conscience, ça c'est une mauvaise clause de conscience. Le principe de la clause de conscience doit être accepté, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est plutôt en légiférant sur l'encadrement et non pas sur le fait qu'on arrivera à une solution qui soit acceptable pour tous? Qui veut répondre? Valérie? Quelqu'un d'autre? Oui? Carsten? Oui, mais juste une petite remarque. Je pense que cette clause de conscience à géométrie variable, c'est ce qui se pratique tous les jours dans les comités pluridisciplinaires qui doivent décider. Il n'y a pas une réponse pour toutes et on peut très bien voir qu'un médecin, une fois, dit oui, là je peux faire l'acte parce que je n'ai pas de problème de conscience, et dans un autre cas, non. Le cas des 2 doigts, par exemple, sera probablement un peu plus difficile. Et donc, je pense, dans la pratique, ça se fait. Et je trouve que le texte de la loi est suffisamment souple pour permettre cette attitude du cas par cas. Le comité pluridisciplinaire, comme je n'ai pas terminé tout à fait l'histoire, Oui. je connais l'existence des comités pluridisciplinaires. Il se trouve que j'ai fait l'erreur de faire l'échographie à cette femme en me disant il y a peut-être une petite chance qu'on se soit trompé. Et bien entendu, au bout de 3 minutes, j'avais vu qu'il y avait effectivement 2 doigts qui manquaient. Et à ce moment-là, j'avais un choix binaire et c'est plus le comité pluridisciplinaire. Je dis à la femme, oui madame, il manque 2 doigts, ou j'y dis pas. Si je lui dis, il manque 2 doigts, c'est comme si j'étais dans le peloton d'exécution. Elle ne m'a pas laissé l'imaginaire qu'elle puisse renoncer. Et si je ne lui dis pas, je déroge à une règle autre et à une valeur autre du corps médical, qui est de ne pas cacher les choses aux patients. Et donc, les comités pluridisciplinaires, c'est une chose, la clause de conscience, c'en est une autre. D'accord. Alors, madame? Oui, Michel Zaïsser, je suis médecin à la retraite. J'étais anesthésiste réanimateur et ensuite j'ai terminé ma carrière en soins palliatifs. Je voudrais faire différentes remarques. La première, c'est que l'Ordre national des médecins, je crois que c'était en 2013, s'était prononcé à 60% ou plus de 60% en faveur du suicide médicalement assisté. Mais quand on lit le texte complet, on voit que la plupart des médecins qui se sont prononcés en faveur de ce suicide médicalement assisté spécifiaient bien qu'ils ne pratiqueraient pas l'acte eux-mêmes. Ce qui prouve bien, ce n'est pas de l'hypocrisie, mais ça prouve bien que ça pose un problème de conscience aux médecins. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième, pour moi, la relation médecin-malade est bien un partenariat dans lequel il y a 2 autonomies. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est qu'il ne faut pas, par exemple, dans le cadre d'un refus d'IVG, culpabiliser. Ça, c'est un manquement à l'éthique absolument phénoménal. Mais moi, je revendique en tant que médecin, et je n'ai jamais eu l'intention de changer de profession, si je me trouvais face à un problème de clause de conscience, je revendique le droit de pouvoir exprimer mes valeurs. Je crois que c'est important, parce que, troisième réflexion, j'ai été amenée non pas à poser ce problème de clause de conscience dans le cadre des témoins de Jéhovah. Parce que ça, c'est un problème très, très particulier. Le témoin de Jéhovah vient, je revendique, c'est mon opinion. J'ai travaillé avec des témoins de Jéhovah. J'ai accepté de jouer le jeu, je les ai endormis, mais il s'est avéré qu'une fois, j'ai été face à un patient qui devait subir une intervention où le saignement prévisible était majeur. Et j'ai dit à ce monsieur, je suis désolée, je ne peux pas vous endormir et le chirurgien ne peut pas vous opérer parce que nous savons que vous allez mourir sur la table d'opération. Bon, il avait une tumeur et là, effectivement, on a largement discuté avec lui. Et lorsque j'ai présenté ce cas à un congrès de témoins de Jéhovah, je me suis fait huer. J'ai dit, non seulement je m'occupe de vous,
Mais lorsque je dis que moi, peut-être, je peux avoir des problèmes de conscience, vous n'acceptez pas de l'entendre. Je ne me sens pas reconnue en tant qu'être humain. Parce que l'éthique, pour moi, est au centre, mais quotidiennement de ma pratique, et ça l'a été. Je voulais juste faire ces réflexions, pas du tout de manière agressive, mais je comprends bien que le patient vienne avec son besoin d'autonomie, et c'est à moi de le respecter, mais ce sont deux autonomies. C'est pour ça qu'il était aussi important d'écouter la voix des autres, hein, ceux qui s'interrogent. Sophie Paricard. Bonjour, donc Sophie Paricard, maître de conférence en droit privé. Alors, moi, j'ai une interrogation par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, parce qu'on a effectivement cette clause de conscience générale qui existe, et puis on a cette clause de conscience plus particulière qui a été créée en matière d'IVG. Mais je crois que cette clause de conscience générale, d'ailleurs, puisqu'elle a été étendue à tout le personnel médical, elle a été très marquée par le contexte quand même de la loi de 75. On le sait, la loi de 75 a suscité beaucoup d'hostilité. Simone Veil a dû lâcher quelques lestes, notamment la clause de conscience. Et à mon sens, enfin moi, dans l'ensemble de mes travaux, ce que j'ai pu analyser, c'est que de toute façon, la loi de 75 ne participe pas à légitimer l'IVG, mais à le tolérer seulement dans la société. Et la clause de conscience, c'est un outil de, disons, délégitimation un peu de l'IVG au sein de la société. C'est-à-dire le consensus démocratique qui a été arraché en 75, ça a été au prix quand même d'une légitimation, je dirais, basse de l'IVG. Alors il y a eu la distillation de la loi dans le temps, hein, puisque ça a été qu'au bout de 5 ans qu'on a finalement admis l'IVG, et puis il y a eu aussi cette clause de conscience. Donc, et ça rejoint un petit peu les interrogations que vous avez par rapport à la frontière, qui m'ont semblé très intéressantes de la clause de conscience, parce que est-ce qu'on a besoin de s'interroger à chaque acte médical, même non thérapeutique, pour savoir s'il y a une clause de conscience? Je ne pense pas, dans la mesure où on a cette clause de conscience généralisée et que c'est vraiment le contexte particulier de l'IVG qui s'est poursuivi ensuite au regard de la stérilisation, parce que c'était aussi un acte contraceptif, qui peut-être voilà, marque cette clause de conscience. Alors j'aurais aimé avoir votre avis sur cette question-là. Merci. Alors, qui peut répondre? Valérie, Karsten, Patrick? D'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la clause de conscience, c'est aussi une façon de faire accepter un principe nouveau au travers d'une loi innovante quand les esprits ne sont pas tout à fait prêts, ou en tout cas quand la majorité est un peu courte. Votre réflexion était exactement celle du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes l'année dernière ou avant-dernière, qui avait proposé non seulement de supprimer la notion de détresse dans la loi, ce qui a été fait, mais aussi de supprimer la clause de conscience dans la loi Veil. Et cela n'a pas été... c'est peut-être pas votre proposition, mais en tout cas c'est dans la réflexion. Et je suis d'accord pour dire que s'il y a une clause de conscience générale, elle suffit, on n'a pas besoin de le répéter chaque fois. Par contre, chaque loi a aussi une fonction symbolique. Et notamment dans le cas de la loi Veil, il y a bien évidemment toute une symbolique, aussi la notion de détresse, indiquait que la société avait besoin d'être pacifiée sur un problème éthique. Et je pense qu'on pourrait aussi argumenter que laisser de telles traces dans la loi peut avoir du sens. Ce serait mon opinion personnelle, mais on peut bien évidemment en débattre. Patrick, tu n'es pas favorable à ce qu'on enlève la clause de conscience spécifique à l'IVG? Pardon? Tu n'es pas favorable à ce qu'on enlève la clause de conscience spécifique à l'IVG? Non, je ne suis pas favorable. Ce n'est pas un argument juridique, parce que bien sûr, si une clause générale existe, c'est suffisant. C'est un argument plutôt qui relève du symbolique. Patrick Gaudret. Je dirais que je suis totalement d'accord avec ça. Effectivement, si on revient sur l'histoire, la clause de conscience a été un des éléments qui a permis à la loi de passer. Donc dans cette mesure-là, elle avait effectivement une force positive, me semble-t-il, très, très importante. Est-ce qu'elle est réellement dérangeante aujourd'hui? On essaye de se déranger avec un certain nombre de choses et il me semble que peut-être parfois on se met en danger. Vous avez cité, je rebondis, c'est pas tellement le thème du débat, mais quand même je veux choquer un peu peut-être certains. Moi j'étais fermement opposé à la disparition de la notion de détresse dans les conditions de l'IVG, pour une raison très simple. Parce que je me considère personnellement comme étant très féministe.
parfois même beaucoup plus que certaines personnes qui affichent leur féminisme très haut. Et je pense que cette clause de détresse de la femme, qui finalement ne gêne pas forcément parce qu'il y a une réelle détresse de la femme, ça permet de rester dans le cadre d'un acte exceptionnel sur lequel il est difficile de revenir. Si on dit on va interdire aujourd'hui l'IVG, si on interdit un acte banal au terme d'un soi-disant consensus national qui aurait changé, ce qui a failli se passer en Espagne, etc., on est dans la perte d'un acte banal. Finalement, c'est une loi qui revient sur une loi banale. Si par contre on dit on va revenir sur un acte qui est autorisé pour répondre à une détresse particulière des femmes, à ce moment-là, on devient quasi criminel. Je pense que dans le débat qui pourrait précéder la remise en cause d'un droit à l'IVG, avoir perdu cet élément essentiel qui finalement n'ennuyait personne à part certains ou certaines féministes particulièrement passionnées et qui, à mon sens, n'ont pas réfléchi beaucoup plus loin que le bout de leur nez, n'ont pas pensé que, effectivement, elle semait des germes d'une possible remise en cause de quelque chose qui me paraît extrêmement dangereux. Donc mon féminisme personnel me faisait souhaiter qu'on ne revienne pas sur cette clause de détresse, parce que c'était pour moi une des possibilités de protéger la loi telle qu'elle existe et de surtout ne pas voir au hasard d'un calendrier électoral machin, bon, on ne va pas rentrer dans la politique, mais enfin ça peut arriver, avec des propositions éventuellement fortes, de revenir dessus. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé beaucoup et je voulais vous en faire part. Merci. Madame? Moi, je souhaiterais rebondir sur deux choses, la détresse et la réalité, et venir effectivement à la réalité de ce qui se passe pour les femmes autour de l'avortement. J'ai entendu qu'il y a une interrogation à la tribune sur la mise en cause de la liberté de conscience et de la possibilité d'accès du coup à l'IVG. Moi, je m'interroge inversement sur la réelle liberté des soignants qui, au quotidien, accueillent des femmes et qui sont dans la réalité de la pratique de cet acte et de ce qu'ils vivent. Sont-ils réellement libres de poser une clause de conscience? Comment rentrent-ils le soir chez eux après avoir vécu en réalité l'acte qu'ils ont dû pratiquer et la détresse bien réelle de la grande majorité des femmes qui vivent cet acte? Donc pour moi, voilà, revenons à la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, en 2015, autour de la clause de conscience, dans la pratique de l'IVG. Merci. Merci. Qui aimerait répondre à la tribune, puisqu'elle vous interpelle, vous? Oui, je ne sais pas si je vais répondre réellement, mais je crois qu'effectivement, de toute façon, la clause de la détresse est inhérente à l'acte d'IVG et que la clause de conscience en pratique n'est absolument pas gênante. Il est inconcevable de demander à des personnels, sages-femmes, infirmières, de participer à l'IVG et à l'orthogénie d'une manière générale sans qu'elles soient d'accord. Mais ce que je voudrais dire, et c'est le cas aussi pour les jeunes médecins, c'est que si on voyait beaucoup de clauses de conscience il y a une trentaine d'années, parmi les internes, je n'ai plus vu qu'une seule clause de conscience dans les 10 dernières années. Je ne dis pas que pratiquer les IVG en pratique, c'est facile. Je pense même que c'est une des pratiques les plus difficiles. Mais très clairement, les gens qui s'impliquent tant côté soignant que côté médical dans cette activité-là sont des gens qui aiment la liberté des femmes et qui sont prêts à aider les femmes dans ce moment-là de leur détresse et de leur souffrance et qui le font souvent avec une énorme générosité. Et donc, véritablement, je n'ai pas eu connaissance ces dernières années
de professionnels de santé, quels qu'ils soient, médecins, sages-femmes, infirmières, aides-soignantes, se sentir obligés de faire des actes pour lesquels ils n'étaient pas d'accord. Madame. Bonjour. À plusieurs reprises au cours des débats précédents, la notion de la relation de confiance entre le médecin et le patient a été évoquée. Et tout à l'heure, vous avez fait un lapsus, vous avez dit la clause de confiance. En réalité, on parle de la clause de conscience parce qu'on arrive déjà à un stade où il y a plus ou moins un conflit ou une opposition latente entre ce que demande le patient et puis ce que le médecin est prêt à faire ou veut faire. Et je voulais partager une expérience que j'ai eue. J'ai vécu aux États-Unis et j'y ai attendu un enfant, donc j'ai choisi un gynéco et un pédiatre. Et en fait, le premier rendez-vous était consacré à une discussion à bâton rompu sur les sujets qu'on voulait. Donc ça permettait d'avoir une approche mutuelle et de sentir mutuellement les terrains sur lesquels on pouvait être d'accord, pas d'accord, qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel cas, etc. Et même chose pour le choix d'un pédiatre. Alors au début, j'avais été un peu étonnée, j'avais l'impression de faire mon shopping, de choisir mon médecin. Et puis finalement, j'ai trouvé ça assez confortable finalement parce que les choses importantes avaient été mises en phase au départ et puis donc après, on sait à qui on s'adresse et je pense que c'est probablement plus confortable pour le médecin aussi. Je ne sais pas du tout si c'est envisageable en France. Quand j'en ai parlé après, je suis rentrée en France et j'ai eu une autre grossesse et là, je me suis retrouvée dans une situation en disant « Madame, vous ferez ci, vous ferez cela ». Bon, à ce moment-là, moi, je changeais de médecin, si vous voulez. Bon. Mais donc, je ne sais pas, je pense que c'était assez positif comme expérience et je trouve que ça pourrait peut-être gagner à être développé en France. Je ne crois pas que ce soit vraiment dans les mentalités, mais je pense que c'est quand même positif. Merci. Voilà, pour ce point de vue. Si vous avez envie de rebondir là-dessus, allez-y. Je dirais simplement, évidemment, ce serait positif. Je pense qu'il y aurait un problème de coût, parce que c'est un problème de temps passé par le médecin. Donc, en milieu hospitalier, quand vous voyez le temps qu'il faut, ne serait-ce que pour avoir un premier rendez-vous dès lors que la grossesse est déclarée, il me semble qu'il y a un problème ici de temps passé. Mais évidemment, ce serait une bonne chose. Patrick Gaudret. Sauf à faire du speed dating avec les médecins, donc ça poserait quelques problèmes. Effectivement, le coût de la santé aux États-Unis est beaucoup plus important qu'il n'est en France, avec par contre un coût de prise en charge par une assurance sociale qui est bien moindre. Donc on est dans une toute autre dimension, je pense, de la médecine. Et puis les États-Unis, c'est quand même un pays où dans la majorité des États, il n'y a aucune obligation légale d'assistance à personne en danger. Donc finalement, les relations entre les patients et les médecins sont complètement différentes. Mais elles sont essentiellement fondées sur la carte bleue. Paul Levail-Dubuc. Non, c'était pour revenir à ce que vous disiez, madame, sur ce rapport du Conseil national de l'ordre. Et l'attitude qui consiste à dire ok pour les autres mais pas pour moi en fait dans la pratique de l'euthanasie. Est-ce que dans ce cas-là mais c'est vraiment une question que je pose notamment aux juristes, est-ce que dans ce cas-là on est encore dans le cas de la clause de conscience ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de l'expression d'une préférence plutôt que d'une opinion? C'est-à-dire il faut faire la distinction entre les deux. Une opinion, ça suppose une vision du monde. Une préférence s'assume comme subjective. Voilà, c'est moi qui préfère. Mais par contre, je conçois tout à fait que d'autres le fassent. Donc, qu'est-ce que dit la clause de conscience? Comment se situe la clause de conscience par rapport à cette distinction opinion et préférence? Voilà. Valérie, peut-être après aussi Karsten, s'il a un point de vue là-dessus. Non. Pardon, Valérie de Batte. De toute façon, juridiquement, le médecin qui exerce la clause de conscience est tenu d'indiquer un autre médecin ou une équipe qui va pratiquer l'acte. Voilà. Et sinon, la question, c'était... Non, la question, c'est... Est-ce que c'est une préférence ou est-ce que c'est une clause de... Une opinion? Je pense que dans le cadre de la fin de vie, les médecins estiment justement qu'on n'est plus dans le soin. Une fois qu'on met fin à la vie, on sort du domaine médical et dès lors, on sort de leur domaine de compétences. Alors là, c'est vraiment une question d'opinion. Est-ce que l'acte létal, finalement, est un acte de soin ou un acte extra-médical?
Vaste question. Est-ce que vous avez peut-être d'autres témoignages, pas d'autres réponses? Bernard Berger. Ça va. Non, c'était... Juste puisqu'on vient de parler du soin, et une autre façon de poser la question, c'est est-ce que ça fait partie des tâches ou de la vocation du médecin? Il faut quand même beaucoup relativiser. Je me souviens qu'Anne-Fac Gaulargeau écrivait dans L'homme bioéthique, qui est peut-être dans le fond le premier ouvrage de bioéthique en France, que dans les années 60, quand la pilule anticonceptionnelle est arrivée, l'Ordre des médecins en France a dit que ce n'était pas un acte médical de prescrire la pilule, c'était contre la vocation du médecin. Donc là, la différence entre préférence et opinion m'apparaît assez difficile à tracer. Et je veux dire qu'effectivement, ils peuvent très bien se masquer derrière des clauses de conscience, des choses qui sont d'un autre ordre. Une deuxième chose que j'aimerais mentionner, donc, concernant la clause de conscience en général dans nos sociétés. Je fais partie d'une génération qui a connu la conscription universelle. Après la guerre du Vietnam, on est nombreux à avoir fait de l'objection de conscience. Enfin, moi, j'étais tellement mal physiquement qu'ils ne m'ont pas voulu à l'armée. Mais j'ai des amis qui ont fait des mois enfin, je viens de Suisse, donc c'est un petit peu différent, système militaire, qui ont fait des mois de prison pour cela. Et puis maintenant, il y a le choix véritablement. Bon, en France, vous avez une armée de métier, mais en Suisse, on a encore une conscription universelle, mais il y a un choix entre le service civil et le service militaire. Donc je pense qu'il y a quand même un mouvement vers plus de liberté de conscience, en tout cas dans des grands domaines sociétaux liés véritablement aux visions de la vie, à notre conception du bien, et que c'est extrêmement positif, ceci. Maintenant, toute la difficulté, je crois, comme Paul Lou l'a dit, c'est distinguer ce qui est une véritable, entre guillemets, crise de conscience et d'autres choses qui peuvent se cacher dessous. Très bien. Une réaction, prolongement? Si vous le souhaitez, sinon on en reste là. Peut-être juste dire que vraiment la question du thérapeutique et du soin va plus loin. Finalement, il s'agit de la définition de la santé qui peut être extensive au sens de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit le bien-être comme le meilleur, enfin la santé comme le meilleur état possible de bien-être physique et moral, ou alors une définition beaucoup plus restrictive qui est défendue par certains, selon lequel l'acte de soin doit répondre à une thérapeutique, ce qui exclut évidemment parfois l'assistance médicale à la procréation, mais à ce moment-là, la chirurgie esthétique, voire réparatrice, etc. Madame? Sur la fin de vie, je voulais attirer votre attention sur le projet de loi qui sera donc voté à l'Assemblée nationale le 10 mars prochain. Donc, aucune clause de conscience n'est envisagée. Donc, nous sommes bien pour un rapport qui va envisager de mettre en place l'euthanasie en France, même si elle ne dit pas son nom, puisque sous la forme de la sédation profonde jusqu'au décès, mais l'intention est bien de donner la mort. Donc je m'interroge, voilà, le médecin pourrait être amené à poser un acte qui sera contraire à ses convictions éthiques. Or la loi, le rapport pour l'instant, le projet de loi ne prévoit pas de clause de conscience pour le médecin. Est-ce que c'est parce qu'on prévoit une clause de conscience sur tous les actes médicaux et qu'on ne veut plus en rajouter spécifiquement? C'est à la juriste que la question se pose. Non, on ne prévoit pas une clause de conscience générale, puisque simplement dans le cadre contractuel de la relation médecin-soignant, il peut refuser un soin. Mais la clause de conscience, non, c'est un... Maintenant, effectivement, la loi ne prévoit pas de clause de conscience. Bon, je pense qu'elle n'a pas fini d'être discutée, que des amendements vont être votés. Je ne peux pas vous dire évidemment ce qu'il adviendra. Pour l'instant, non, elle ne le prévoit pas, ce qui est aussi une façon de donner toute sa portée à une loi. Toute sa portée, mais si elle va contre la clause de conscience de certains médecins, ils n'auront pas le choix. On ne leur laisse pas le choix. Et pourtant, il y a cette clause de conscience plus générale dans le Code de la santé. Oui. À voir encore comment articuler les deux. Mais j'ai encore une autre réflexion. Alors, l'un après l'autre, sinon on ne comprendra rien du tout, nous. Pardon ? Voilà, l'un après l'autre. Voilà. Non, je disais juste oui, tout à fait. Donc. Peut-être y a-t-il pas de clause de conscience spécifique dans le projet de loi parce que la sédation profonde, précisément, n'est pas, en tout cas normalement, n'est pas vue comme le fait de donner la mort.
Et la clause de conscience joue souvent dans des situations où on parle des décisions entre vie et mort. Je sais qu'il y a tout un débat sur l'euthanasie cachée, etc. Mais dans les soins palliatifs, on parle aussi beaucoup de la sédation profonde en phase terminale. Et donc, je pense que c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi il n'y a pas ici une clause de conscience. Parce qu'évidemment, on ne donne pas la mort activement. Valérie ? Vu les conditions dans lesquelles ce droit risque d'être proclamé par la loi, je pense aussi qu'il répond au droit à ne pas souffrir du patient, et ce qui explique peut-être qu'on n'ait pas de clause de conscience. Puisqu'il faudra que la personne soit en souffrance morale ou physique pour demander à être endormie. Pascal. Je suis désolé, mais dans le code de déontologie médicale, un médecin a toujours le droit d'évoquer sa clause de conscience. Donc, c'est un non-débat à ce niveau-là. Quant à la sédation terminale, elle est définie par l'ordre des médecins comme un soin. Donc là, le débat est clos aussi. Madame. Je rebondis, non, justement, le débat n'est pas clos, puisque la sédation dans la loi actuelle de 2005 permet effectivement est pensée pour soulager, alors que celle qui est prévue dans le prochain projet de loi fin de vie, c'est une sédation dont l'intention est de tuer. Donc là, je rebondis sur ce que disait monsieur à la tribune. Voilà, la situation actuelle, effectivement, c'est une sédation en vue de soulager, mais celle qui est prévue dans le prochain rapport, c'est une sédation dont le but est d'aboutir à la mort, puisque c'est clairement dit dans le texte. Pardonnez-moi, madame, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir lu la même chose que vous. Je ne veux pas engager le débat avec vous, mais pour avoir travaillé sur ce forum de bioéthique. En tout cas, ce que je vous propose, c'est de regarder peut-être ce qu'en dit Jean-Claude Amaëson, le président du CCNE. Il était invité de Mathieu Vidard à la tête au carré en octobre, et tout récemment encore. C'est très intéressant les nuances qu'il a introduisées entre qu'est-ce que ça veut dire la sédation, qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à... Vous voyez, je vous invite vraiment à regarder ça. J'ai pas compris ça comme ça en tant que citoyenne. Moi, j'ai bien creusé le sujet en tant que citoyenne. C'est une sédation on prévoit une sédation liée à un arrêt de traitement et un arrêt d'alimentation dont l'intention est bien d'aboutir à la mort. Oui. Alors, il y a une demande de parole ici. Voilà, madame, je voudrais juste vous répondre. Alors, monsieur Gaudret me reprendra si je ne suis pas exacte. Mais le Conseil national d'éthique a fait une différence entre l'euthanasie et la sédation terminale. Parce que l'euthanasie, c'est un geste actif dans l'intention de donner la mort pour soulager des souffrances, je le rappelle, à la demande du patient. Mais la sédation terminale, en fait, est un soin. Et c'est bien un soin. C'est lorsque le malade est en détresse, on l'endort à sa demande, mais ça prend beaucoup plus de temps qu'un geste d'euthanasie qui est extrêmement brutal. Et c'est ce temps qui permet un accompagnement à la famille, etc., d'un patient qui ne souffre plus parce qu'on ne fait pas qu'endormir, on donne de la morphine, enfin de quoi calmer la souffrance. Et c'est une vision totalement différente. Et ça permet aussi à la famille d'accompagner, de préparer, d'avoir ensuite un deuil beaucoup plus facile que devant un geste brutal. Il me semble que c'est ce qu'a à peu près défini le Conseil national d'éthique lorsqu'il a fait la séparation entre ces deux gestes. Ce n'est pas pour être hypocrite. Il faut bien répondre aux situations de détresse pour lesquelles on est complètement impuissant autrement. Mais ce n'est pas la même chose. Enfin, en tout cas, pas dans mon esprit non plus. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on doit mettre sur cette option légale une clause de conscience ou pas ? On a discuté de l'opportunité de cette décision hier ou avant-hier. Ici, on est centré sur la clause de conscience. Est-ce que sur un geste de cette lourdeur-là, même que ce soit un soin ou pas, est-ce qu'il faudrait l'assortir d'une clause de conscience ou peut-on considérer que la clause de conscience, j'allais dire, naturelle à tous les actes médicaux suffit ? Patrick ? Pour dire que vous avez effectivement bien lu les textes du Comité consultatif national d'éthique, que ce que vous dites est d'autant plus vrai, la distinction entre sédation et geste euthanasique ou assistance au suicide
est tellement réel qu'effectivement, il a été clairement établi qu'une majorité des membres du comité était totalement défavorable à un geste euthanasique ou à une assistance au suicide, alors que l'unanimité des membres était favorable effectivement à une meilleure utilisation de la sédation terminale, et notamment en enlevant peut-être ce geste d'inhumanité totale qui est de réveiller le patient toutes les temps d'heure, 24 heures peut-être, pour lui demander si vous êtes toujours d'accord pour être endormi, ce qui est d'une souffrance morale absolue et d'une inhumanité totale. Donc en fait, revenons à la clause de conscience, revenons à cet article R4127-47 alinéa 2 du Code de santé publique, qui a été cité déjà de nombreuses fois, et qui dit bien que cette clause de conscience s'exerce hors le cas d'urgence et celui où il manquerait d'humanité. Parlons un peu d'humanité. Laissons mourir les patients dans une indignité totale. Est-ce que c'est de l'humanité ? Là, il faut effectivement s'interroger. Je crois qu'il doit y avoir un débat, une prise de conscience, effectivement, de la nature même des actes. Alors, si on n'accepte pas la possibilité d'un double effet qui était déjà présent dans la loi Leonetti de 2005, me semble-t-il, la possibilité qu'un acte pouvait être fait, même si on savait qu'il risquait d'avoir pour effet secondaire d'entraîner le décès du patient. Il y a eu une distinction très nette. Je crois qu'on ne peut pas accuser Jean Leonetti d'être favorable à l'euthanasie, au moins dans sa partie Homo politicus. Il y est totalement opposé. Donc je crois qu'on ne peut pas faire de mauvais procès à des lois qui d'ailleurs sont en cours de discussion. On a l'impression, vous avez dit, cette loi qui va être votée le 10 mars prochain, je trouve que vous êtes prophète, devin. Moi, je ne le suis pas, je ne sais pas quelle loi sera votée, et s'il y aura une loi qui sera votée le 10 mars prochain, peut-être, je l'espère personnellement, mais on est quand même dans un débat qui est un débat démocratique. Si on ne laisse pas le débat démocratique s'exercer, je pense que là, on se met réellement en danger. Et je crois que notre société a besoin quand même de protéger ses institutions et sa démocratie et faire qu'il puisse y avoir à l'Assemblée nationale et au Sénat une discussion effectivement de nos représentants, puisque nous sommes dans une démocratie représentative, et que cette discussion soit la plus approfondie possible. Je crois qu'ils ont tous les éléments pour pouvoir effectivement évaluer ce qu'ils veulent en tant que représentants de la nation voter, avec l'ensemble du débat qu'il y a eu, avec la commission SICAR, les avis du CCNE, tout le débat public qu'il y a eu, et puis ensuite la commission, enfin je ne sais pas comment ça s'appelait exactement, Leonetti-Claes. Je crois qu'il y a eu, et c'est une première quand même, me semble-t-il, 2 ans de travail approfondi sur le sujet, et maintenant c'est à nos représentants de prendre leurs responsabilités de représentants et de dire quelle sera la loi dans l'avenir. Moi, je fais confiance à nos représentants, même si cela peut poser problème à certains. Mais moi, j'accepte la démocratie, personnellement. Bon, alors Patrick, c'était tout rouge, vraiment fâché là. Oui, non mais c'est vrai que bon, il y a aussi le fait qu'on dit toujours c'est au CCNE de dire c'est au CCNE de... Bon, c'est vrai qu'on se dégage de beaucoup de choses sur vous. Alors juste très rapidement, j'aimerais quand même rappeler qu'on va avoir une rencontre avec également Bernard-Marie Dupont. Ça sera intéressant de l'écouter. Il n'a pas le même avis que ce qui vient de s'exprimer maintenant sur le suicide assisté, ce qui n'est pas la même chose que la sédation. Donc voilà, tous les avis sont là, ce serait intéressant de les écouter. Alors, Paul Loup, Vaël-Dubuc qui voulait intervenir, et quelqu'un encore de la tribune me disait, tu voulais intervenir ? Dire une chose que je crois tout simplement au vivre ensemble, qui n'impose pas ses choix à tous, et qu'on respectera la loi, mais qu'on peut aussi respecter des opinions différentes des nôtres. Oui, voilà. C'est ça, le vivre ensemble. Effectivement. Paul Vaël-Dubuc, et puis on clora cette table ronde avec vous, ce qui nous permettra de prendre un peu de repos avant de recommencer à 14h pile. Non, je me posais juste une question sur cette question d'une clause de conscience spécifique pour la loi sur la fin de vie, dans la mesure où la phrase exacte dit, la suite de la phrase dit « Un médecin a le droit de refuser ses soins
pour des raisons professionnelles ou personnelles. Alors, ça peut paraître de l'ergotage sur des mots, mais est-ce qu'il s'agit, l'euthanasie n'est pas un acte de soin, donc est-ce qu'il ne faudrait pas, là, une disposition spécifique pour l'euthanasie? Voilà, c'est juste la question que je me posais. Tu veux répondre très brièvement? Non, juste pour dire que je suis tout à fait d'accord. Il y a à décider, effectivement, si... Mais dans le cadre de la sédation, ça a été défini comme étant un acte de soin, donc c'est ça. On n'est pas dans l'euthanasie. On était dans ce qu'on peut connaître d'un projet de loi qui sera en discussion à l'Assemblée nationale. Donc on est dans un cadre qui ne définit pas un acte euthanasique ou une assistance au suicide, mais un droit à une sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Bien. Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on a un petit peu faim. On a besoin de se reposer un petit peu avant de reprendre à 14h. Merci à vous tous.